Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la dernière fois, on avait entamé la liaison équivalente. Donc, on avait parlé de la complémentarité entre les torseurs cinématiques et statiques. On avait traité la liaison parallèle, donc deux solides qui sont reliés par plusieurs liaisons en parallèle. On avait parlé de deux méthodes, comment déterminer cette liaison équivalente, soit une méthode statique, soit une méthode cinématique, en utilisant le torseur cinématique. On avait traité un exemple dans lequel on avait déterminé le torseur de la liaison équivalente en utilisant les deux méthodes. Donc, pour ce genre de chaîne, qu'on appelle pour une liaison qui est en parallèle, on introduit la notion de mobilité. Donc, cette notion de mobilité, il quantifie le nombre de degrés de liberté qu'on peut avoir entre les deux solides. Donc, le degré de mobilité MC, M pour mobilité et C pour cinématique. Donc, ce degré de mobilité pour une liaison équivalente à N liaisons en parallèle. Il va être égal à 6 moins RS. Avec RS, le nombre de relations indépendantes entre les inconnus statiques. Donc, MC, ça serait 6 moins RS. Donc, ce RS-là, c'est le nombre de relations indépendantes entre les inconnus statiques, ou on peut l'appeler le rond des équations, ou le rond entre les équations de la statique et les inconnus de la statique. D'accord? Lorsqu'on applique le principe fondamental sur un solide donné, par exemple, ici, donc on a deux solides, et on applique le principe fondamental sur le solide S1, on va trouver plusieurs équations. On va trouver au maximum combien d'équations? Donc, puisque c'est un seul solide, en appliquant le PFS, il va nous donner trois équations. Donc, une équation vectorielle pour le théorème de la résultante statique, une équation vectorielle pour le théorème du moment statique. Chacune de ces trois, si on fait la projection, il va nous donner trois équations, les suivantes X, Y et Z. X, Y et Z. Donc, au total, on aurait 6 équations. D'accord? Donc, ces 6 équations-là, ils ne sont pas forcément toutes indépendantes. Donc, on peut trouver des équations issues du principe fondamental de la statique qui sont soit qui se répètent, d'accord, ou qui sont dépendants. Par exemple, on va trouver une équation du genre x01 plus x02 égale à 0. Une deuxième équation de x01 plus 2x02 égale à 0. Donc, comme vous voyez, ces deux équations-là, ils sont la même. Donc, une de ces équations n'est pas significative. Ce n'est pas la peine de la compter. D'accord? Donc, une équation du genre aussi 0 est égal à 0. Donc, c'est une équation qui n'est pas significative. Il ne donne aucune valeur afin de déterminer ces inconnus statiques. D'accord? Donc, la définition du rond, donc, on va compter les 6 équations et on va éliminer les équations qui sont non significatives. Donc, par exemple, ici, on a deux équations qui ne sont pas significatives. Le rond, il va baisser vers l'ordre 4. Donc, vous avez déjà une idée sur c'est quoi le rond d'un système d'équations. Donc, ça serait la même chose. Donc, on va utiliser cette méthode de mobilité si jamais, dans les questions précédentes, on a pu déterminer le rond
statique du système. D'accord? On va prendre un exemple. Donc, on a deux solides S0 et S1 qui sont reliés par des liaisons. La première liaison, liaison L1, c'est une liaison linéaire annulaire. Donc, comme vous voyez, on a à l'extérieur un cylindre et à l'intérieur du cylindre, on a une sphère. D'accord? Donc, cette liaison qui est composée d'une sphère à l'intérieur d'un cylindre, il s'appelle linéaire annulaire. Il permet les trois rotations. Il permet un mouvement de translation suivant l'axe du cylindre. On a aussi L2 qui est une liaison pivot-glissant. Donc, tout d'abord, pour faire des applications, on va donc déterminer le torseur de la liaison équivalente, donner son nom et par la suite déterminer le degré de mobilité de la liaison équivalente. Le deuxième exemple, si on trace le graphe des actions mécaniques, on a le solide S0 qui est relié à S1 par la première liaison L1 et la deuxième liaison L2. La première liaison L1, c'est une linéaire annulaire. Une linéaire annulaire et on dit d'axe. Donc, c'est toujours l'axe de ce cylindre. L'axe de ce cylindre, ça va être donc composé du vecteur X et du point O. La deuxième liaison, L2, c'est une liaison pivot. La même chose, d'axe O, X. Donc, le point O, il appartient à l'axe de cette liaison. Et le vecteur X. À partir de ça, on souhaite déterminer la liaison équivalente en utilisant le torseur d'action mécanique. Donc, en utilisant la méthode statique. Donc, tout d'abord, la première liaison, L1. Le torseur statique de l'action de S0 sur S1. Donc, s'il vous plaît, pour la notation des torseurs, donc comme vous voyez, pour le choix, on utilise S0 sur S1. Pourquoi on privilège ce choix? Parce que si jamais on souhaite appliquer par la suite le principe fondamental de la statique, on n'aurait jamais à isoler le solide S0. Parce que ça constitue, dans ce cas, le bâti. D'accord? Si jamais on va appliquer le PFS, on va isoler juste le solide S1. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait parlé des principes fondamentaux de la statique, on avait dit qu'on ne va jamais isoler un bâti. D'accord? C'est pour cela qu'on utilise la notation de S0 sur S1. Donc, le torseur de cette première liaison, il s'exprime en tout point appartenant à l'axe, d'accord? Et plus spécifiquement au point O, il va être exprimé sous forme et dans une base qui contient obligatoirement le vecteur X. Donc, cette linéaire annulaire, on a dit qu'il autorise les trois rotations. D'accord? Il peut y avoir les trois rotations dans cette liaison, plus la translation. Donc, il a 4 degrés de liberté. Le torseur statique, cela va devenir qu'il permet une translation suivant X. Ce qui veut dire que la composante du torseur statique va être nulle, la composante de résultante. Il ne permet ni translation suivant Y, ni translation suivant Z. Donc, les deux composantes Y et Z seront
des inconnus, Y01 et Z01. Donc, on va les noter juste 1 pour faire référence à la liaison, parce que les deux torseurs sont des torseurs de S0 sur S1. Donc, le reste, cette liaison, on a dit qu'il permet d'avoir les trois rotations. Donc, aucune action transmissible suivant le moment. C'est bon? Donc, c'était la première liaison. Et c'était le torseur de S0 sur S1 à travers cette liaison. Le deuxième torseur, celui de la liaison 2. Donc, on exprime le torseur statique de S0 sur S1 à travers la liaison L2. La liaison L2, c'est une liaison pivot. Donc, pivot d'axe OX. Donc, l'expression du torseur, il va être faite au point O et dans une base qui contient le vecteur X. Pour ce qui est composante des torseurs, donc cette liaison, elle autorise juste la rotation autour de X. Donc, la composante du moment suivant X serait nulle. Les autres composantes seront non nulles. X2, Y2, Z2, M2 et N2. C'est bon? Pour la liaison équivalente, donc en utilisant la méthode statique, qu'est-ce qu'il dit la méthode statique? Donc pour une liaison en parallèle, le torseur statique de cette liaison est égal à la somme des autres torseurs. Donc, on a traité ça là. Donc, on a des liaisons qui sont parallèles. Le torseur statique est égal à la somme des différents torseurs des liaisons qui sont en parallèle. Donc, le torseur statique de S0 sur S1 à travers la liaison équivalente, ça serait donc la somme. Pour faire la somme, on doit s'assurer obligatoirement que les deux torseurs sont exprimés le même point et dans la même base. D'accord? Donc, ça serait le torseur statique de S0 sur S1 à travers la liaison 1 plus le torseur de S0 sur S1, la liaison 2, le même point. Et ce torseur, il va être exprimé à la fin le même point et dans la même base. On va prendre donc la même base. X, Y, Z. X, Y, Z. Donc, à la fin, ce torseur, il va contenir quoi? Donc, x2 plus 0, c'est x2. y1 plus y2. z1 plus z2. Les autres composantes, 0, m2 et n2. Ce torseur est exprimé au point O et dans une base qui contient obligatoirement le vecteur x. Donc, la même base B. Monsieur, هذيك لا ليزون اللي عندنا جوج راه عندنا بيفو غليسون يعني نورمالمون خاصها حتى اكس 2 تساوي 0. Ici, donc c'est une liaison pivot. On a les arêtes ici. وي صافي D'accord? وي Donc, c'est pivot. Faire de la liaison, on avait pivot glissant. Mais non, puisqu'on n'avait pas les arêtes qui interdisent la translation. C'est bon? Donc, pivot,
la rotation est empêchée, ce qui revient à dire le torseur statique que la composante du moment suivant x, elle est nulle. Donc, on a trouvé le torseur de cette liaison. C'est le torseur de quelle liaison qu'on connaît? Pivot. Oui, c'est une liaison pivot. Donc, la liaison équivalente, c'est une liaison pivot d'axe, le point O, et la composante nulle, elle est suivant le vecteur x. C'est bon? On a donné le nom de cette liaison. Il reste à déterminer le degré de mobilité. Donc, le degré de mobilité, on va le calculer comment? Donc, d'après la relation qui dit qu'il est égal à 6 moins RS. Tout d'abord, ce RS-là, on va le trouver comment? Donc, si on applique le principe fondamental de la statique sur le solide, ça va nous donner quoi? Donc, le principe fondamental de la statique sur le solide S1 ou 1, il va nous donner quoi? Il va nous donner que le torseur statique des actions extérieures à S1 sur S1 égale au torseur nul. Donc, ce principe fondamental de la statique, le solide S1, il est soumis à quoi? Il est soumis juste à l'action de ces deux liaisons-là. Donc, les actions de S0 sur S1 à travers les deux liaisons. Donc, en fait, c'est le torseur statique de S1, plutôt S0, sur S1, plus le torseur statique de S0 sur S1, égale à 0, au torseur nul. Celui-ci à travers la première liaison, celui-ci à travers la deuxième liaison. Donc, cette somme-là, elle est la même qu'on a fait ici. Donc, soit on prend la somme des torseurs, soit on prend directement le torseur équivalent. À la fin, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? Cette somme-là, elle est la même que celle-là. Donc, ça va nous donner ce torseur-là égal au torseur nul. Donc, les équations obtenues sont directement x, donc directement x2 égale à 0, y1 plus y2 égale à 0, z1 plus z2 égale à 0, une équation 0 égale à 0, m2 égale à 0 et n2 égale à 0. D'accord? Ce sont les 6 équations obtenues en appliquant le PFS. Comme vous pouvez le constater, à partir de ces équations-là, on a une équation qui n'est pas significative. Il nous donne aucune information afin de résoudre le système. Le système des équations est qui a pour inconnu, combien d'inconnus on a? On a ces inconnus-là. Donc au total, 7 inconnus. Donc à partir de ça, on peut dire directement que RS est égal à 5. D'où la mobilité MC est égale à 1. D'accord? Donc,
pour comprendre cette notion de mobilité, si on revient donc la liaison équivalente qu'on a trouvée, on a trouvé une liaison équivalente qui est une liaison pivot. D'accord? Une liaison pivot, il autorise seulement un seul mouvement, qui est la rotation autour de X. D'accord? Donc, cette mobilité, il va être conforme avec ce qu'on a trouvé. Donc, il représente le degré ou le degré de liberté de la liaison équivalente. D'accord? Donc, une seule rotation, MC est égal à 1. C'est bon? Si on prend l'exemple qu'on avait traité ici. Donc, on avait traité donc, deux liaisons qui sont parallèles, une liaison ponctuelle et une liaison pivot glissant. Et on avait trouvé quoi? On avait trouvé que la liaison équivalente, c'était une liaison pivot. Donc, directement, on peut dire que MC est égal à 1. D'accord? Pour la valider ou utiliser la même démarche, donc on doit trouver le rond et après trouver quoi? Trouver la mobilité. Donc, lorsqu'on avait calculé la mobilité, lorsqu'on avait calculé le torseur de la liaison équivalente en utilisant la méthode statique, on avait trouvé ce torseur-là. Donc, si on pose le principe fondamental de la statique sur le solide S1, on va trouver quoi? On va trouver juste ces inconnus-là qui vont être égales à 0. D'accord? Donc, on a une équation qui n'est pas significative. Donc, directement, le rond est égal à 5 et la mobilité MC est égale à 6 moins 5 qui est 1. D'accord? Donc, en général, on va poser la question de mobilité après avoir soit déterminé la liaison équivalente en utilisant la méthode statique, soit appliqué le principe fondamental de la statique. C'est bon? Y a-t-il une question? Donc, s'il n'y a pas de question, on continue. Donc, on a défini la notion de mobilité. Et la mobilité, donc, on a dit que ça représente le degré de liberté de la liaison équivalente. On va passer maintenant à la liaison en série. Donc, pour la liaison en série, on ne peut pas dire directement une liaison en série qui va relier deux solides. Afin d'avoir cette liaison, obligatoirement, il y aura des solides qui sont intermédiaires. Donc, des solides notés S1 jusqu'à Sn-1. D'accord? Et on va essayer de déterminer la liaison équivalente entre le S0 et Sn. D'accord? Donc, tout d'abord, comme vous pouvez le remarquer, c'est une chaîne qui est ouverte. Contrairement à la liaison en parallèle qui a été représentée par une chaîne ou un ensemble de chaînes fermées. Donc, tout d'abord, en utilisant la méthode d'action mécanique ou la méthode statique pour déterminer la liaison équivalente. Notons, on va noter ou utiliser la même méthode. Donc, tout d'abord, T0 qui va représenter les actions extérieures s'exerçant sur le solide S0. Donc, ce solide ou ce torseur des actions extérieures, il va rester le même pour la liaison équivalente. Et on va noter T indice I, le torseur
de l'action mécanique de la liaison LI. Donc, cette liaison, elle est obligatoirement entre deux solides, I et I-1. Donc, par exemple, L2, c'est entre 2 et 2-1 qui est le 1. On va appliquer le principe fondamental de la statique sur S0. Cela va nous donner quoi? Donc, S0, il est soumis à quoi? Il est soumis juste au torseur T0 à travers ces actions-là et au torseur de la liaison avec le solide 1. Donc, le solide S0, il est soumis. On va utiliser la notation qu'on a ici. Donc, il est soumis à T0 plus quoi? Plus le torseur de la liaison 1. Tout ceci égale au torseur nul. Cela veut dire à écrire que le torseur T0 il est égal au torseur T1 avec un signe moins. D'accord? La même chose par la suite, on va appliquer le principe fondamental de la statique sur S0 et S1. Donc, si on isole S0 et S1, ça va nous donner quoi? Cet ensemble-là, il est soumis à l'action extérieure de T0, plus quoi? Plus cette action à travers la liaison qui est appliquée par le solide S2. Donc, c'est le torseur de la liaison L2. À la fin, on va trouver que T0, il va être égal à moins T2. D'accord? Si on applique le principe fondamental de la statique sur l'ensemble composé de S0 jusqu'à Sn-1, ça va nous donner quoi? La même chose. Ce qui est extérieur, c'est T0 plus le torseur de la liaison Ln. Donc, c'est le torseur de la liaison N. Cela veut dire que le torseur T0 égale à moins le torseur de la liaison N. D'accord? Par la suite, si on applique le principe fondamental de la statique sur S0 à travers la liaison équivalente. Donc, on va isoler S0 à travers, en utilisant le modèle de la liaison équivalente. Il sera soumis à quoi? Il serait soumis à T0 plus le torseur de la liaison équivalente. D'accord? Cela veut dire, donc tout ceci égal au torseur nil, cela veut dire que T0 il est égal à moins le torseur de la liaison équivalente. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme vous voyez, à partir de ces équations-là, donc le torseur T0 est égal à moins le torseur de la liaison équivalente. La même chose ici, ici et ici. Donc, toutes ces équations, ils sont égaux. Cela veut dire que le torseur de la liaison équivalente, il va être égal au torseur de la liaison I, quel que soit I appartenant à l'ensemble 1, N. D'accord? Donc, pour déterminer le torseur de la liaison équivalente, dans le cas d'une liaison en série, on va utiliser l'égalité entre les différents torseurs statiques. Donc, tous les torseurs statiques, ils vont être égaux. Donc, d'une manière analogue à ce qu'on avait traité la liaison en parallèle, on peut dire, donc directement pour déterminer le torseur de la liaison équivalente, il suffit de faire la somme des torseurs des liaisons entre les différents solides. D'accord? Puisque cela représente une égalité, celle-ci, ça va donner une somme.
Et c'est dû à la complémentarité entre le torseur cinématique et le torseur statique. Donc, pour la démarche cinématique, afin de déterminer le torseur de la liaison équivalente, notons tout d'abord le torseur indice I qui représente la liaison entre le solide I et I-1. Et notons V équivalente, le torseur qui représente la liaison équivalente. Si on utilise la composition des torseurs cinématiques, on va écrire quoi? On va écrire quoi? Donc, le torseur de Sn par rapport à S0, pardon. Donc, le torseur de Sn par rapport à S0, en utilisant la méthode cinématique, ça va être le torseur de Sn par rapport à Sn-1 plus Sn-1 par rapport à S2 jusqu'à arriver au solide S0. Donc, le torseur de Sn par rapport à S0, c'est le torseur de Sn par rapport à Sn-1 plus le torseur de Sn-1 par rapport à Sn-2 jusqu'à arriver au torseur cinématique de S1 par rapport à S0. Ce torseur-là, il va être égal au torseur de la liaison équivalente. Pourquoi? Parce que ça représente la même chose ici. Donc, le torseur de Sn par rapport à S0. C'est le torseur de la liaison équivalente. Donc, à partir de ça, le torseur de la liaison équivalente, ça serait la somme DI allant, donc, le torseur indice I de SI par rapport à SI-1, I allant de 1 jusqu'à N. D'accord? Donc, I allant de 1 pour commencer du solide S1 par rapport à S0. C'est bon? La même chose, on va définir la mobilité comme étant, donc cette fois-ci, la mobilité, ça va représenter le degré de liberté qu'on a dans le système. Donc, si vous voyez cette chaîne-là, donc cette chaîne-là, le degré de mobilité, c'est le degré de liberté qu'on a dans cette chaîne. Par exemple, entre S1 et S2, supposons qu'on a une liaison pivot qui autorise une rotation par rapport à X. Donc, cela veut dire qu'on a un seul degré de liberté. Entre S2 et S1, supposons qu'on a 2 degrés de liberté. Un pivot glissant par exemple, Rx et Tx. Une translation suivant X et une rotation autour de X. Cela veut donner 2. Et jusqu'à arriver par exemple à une liaison ponctuelle qui va donner 5 degrés de liberté. Donc le mouvement total ou la mobilité totale de cette chaîne-là, il va être comment? Donc, on va dire que la mobilité totale de cette chaîne, il va être la somme de toutes les mobilités. Ça va représenter la somme de tous les degrés de liberté qu'on a. C'est bon? Donc, la mobilité, ça serait la mobilité totale du système. Et on va distinguer deux choses. L'une qui s'appelle mobilité étude et l'une qui s'appelle mobilité interne. Donc, tout d'abord, la mobilité de la liaison équivalente est égale au nombre d'inconnus cinématiques indépendants du torseur cinématique de la liaison équivalente. Donc, on va noter MU comme étant la mobilité utile. Tout d'abord, on va poser NC comme étant la somme de toutes les inconnues cinématiques des liaisons. Qu'on vient de dire tout à l'heure, par exemple, pour une liaison pivot, elle est égale à 1, pour une liaison ponctuelle, elle est égale à 5. Donc, toutes les liaisons qu'on a, on va faire la somme de toutes les degrés de liberté qu'on a entre
les liaisons. D'accord? Donc, puisqu'on n'a aucun mouvement élémentaire qui est autorisé par LI, n'est interdit par une autre liaison qui est entre S0 et Sn. Ainsi, le degré de mobilité MC, il va être égal directement à la somme des NCI. Donc, on a dit que la mobilité cinématique, ça serait juste la somme de toutes les inconnues cinématiques. Donc, directement, sans à calculer d'autres choses. Mais le problème qui se pose, ou une autre distinction qu'on va faire, c'est la distinction entre deux notions. Une mobilité qui s'appelle mobilité utile et une mobilité qui s'appelle la mobilité interne. Donc, pourquoi introduire ces deux notions-là? Donc, supposons, on revient à notre schéma. Donc, on avait dit que si jamais entre le solide S0 et Sn, on a plusieurs degrés. Par exemple, ici 5, 2, 3, 4. Donc, ce sont les degrés de liberté. La mobilité MC, ça serait le total, donc la somme. D'accord? Alors que pour la liaison équivalente entre deux solides, n'importe quelle liaison, il ne va pas dépasser les 5 degrés de liberté. Le maximum, c'est d'avoir 6, lorsqu'il n'y a aucune liaison entre les deux solides. D'accord? Ils sont libres. Donc, MC qu'on avait calculé ici, il est supérieur à 6. Donc, où sont passés les autres degrés de liberté? Donc, c'est ainsi qu'on va distinguer les deux choses qui sont MU et MI. Alors que la mobilité utile, ça serait la même que celle-là, la même que de la liaison équivalente. Et la mobilité interne, ça serait le chiffre ou le nombre restant des mobilités. D'accord? Donc, on avait plusieurs degrés de liberté pour les liaisons, mais à la fin, par exemple, on a trouvé une liaison qui est ponctuelle, qui autorise 5 degrés de liberté. Alors que le somme qu'on a fait ici, il dépasse ce chiffre. Donc, ça serait sous forme de mobilité interne. Qu'est-ce qu'une mobilité interne? C'est le fait d'avoir un solide qui va faire un mouvement sans déplacer les solides qui sont liés. Par exemple, ce solide S2, il peut faire une rotation autour de X, ici. Et il peut faire, à travers la liaison qu'il y a avec Sn-1, une rotation autour de X. Donc, cette rotation qu'il va faire le solide S2, il ne va être transmise ni à S2, ni à S1. Donc, il va faire une rotation qui est libre. Donc, c'est une mobilité qui est interne. Il ne va pas être transmise vers l'élément final de la chaîne, ni vers l'élément premier de la chaîne. D'accord? On va voir l'exemple qui va vous donner une idée plus claire. Donc, l'exemple que vous avez ici, c'est l'exemple d'une liaison en série entre deux solides, qui sont le solide S2 et le solide S0, qui sont reliés tout d'abord par une liaison appui-plan de normale Z, comme vous voyez ici. Une autre liaison qui est une liaison rotule de centre O entre le solide S1 et S2. D'accord? Tout d'abord, on va déterminer le torseur d'action mécanique de la liaison équivalente. Déterminer le torseur de la liaison équivalente en utilisant la méthode cinématique, ici la méthode statique. Donner le nom de la liaison et déterminer par la suite MI. D'accord?
en fait, on va déterminer MC, MU et MI. Donc, on va refaire la même démarche. Donc, tout d'abord, la liaison L1, qui est un appui plan de normal. Donc, on a spécifié juste le vecteur Z. Le torseur, donc la première question, la question A, on va utiliser la méthode statique. Cette liaison, pour le torseur de cette liaison, qui est le torseur statique, donc la liaison L1, c'est entre les solides S0 et S1. Donc ça serait de S0 sur S1. Le torseur de liaison appui-plan, il s'exprime. Donc, si vous vous rappelez du torseur de la liaison appui-plan, il doit contenir obligatoirement le vecteur de la normale, qui est le vecteur Z. Et pour l'expression, le point d'expression, le torseur de liaison appui-plan, il peut être exprimé de la même façon, quel que soit le point. Donc, on va l'exprimer le point O. Une liaison appui-plan, il autorise quoi? Il autorise une translation suivant Y, une translation suivant X et une rotation autour de Z. Une rotation autour de Z. Donc, la rotation autour de Z va nous donner un zéro moment, donc puisqu'on parle du torseur statique. Et la translation suivant Y et X, ça va nous donner 2 zéros, la résultante suivant X et Y. Donc, ce qui va rester, c'est Z. On va le noter indice 1. Et L indice 1, M indice 1. C'est bon? La liaison suivante, c'est une liaison rotule de centre O. Le torseur statique de la liaison, donc cette liaison rotule, elle est entre quoi et quoi? Elle est entre le solide S1 et le solide S2. Donc, S1 sur S2, une liaison rotule, son torseur, il s'exprime obligatoirement au point O, qui est le centre de la liaison rotule. Et dans une base, n'importe quelle base, il va s'exprimer de la même forme. D'accord? Une liaison rotule, elle autorise les 3 rotations. Donc, les composantes du moment, ils seront nulles. Les composantes résultantes seront X2, Y2 et Z2. D'accord? Donc, afin de faire la somme plus tard, ou l'égalité, on va utiliser la même base, X, Y, Z. Donc, pour la liaison équivalente, pardon, le torseur statique de la liaison entre le solide S0 et S2, ça serait quoi? Ça serait l'égalité entre les torseurs, comme on l'avait démontré tout à l'heure. Donc, ça serait le torseur statique de S0 sur S1. Ça serait égal au torseur statique de S1
sur S2. Les deux torseurs sont exprimés sur le même point O et dans la même base B. Donc le résultat, il va être exprimé sur la même base et le même point. Donc l'égalité entre x2 donc c'est Z1 0 0 L1 M1 est 0 dans le point O et dans la base B. Le deuxième torseur, il est exprimé comme étant x2, y2 et z2 au point O et dans la base B. Cette égalité, il va nous donner quoi? Donc, L2, il est égal à 0. M1, il est égal à 0. 0 égale à 0. X2 égale à 0. Y2 égale à 0. Ce qui reste, c'est Z1 est égal à Z2. On va écrire soit Z1, soit Z2 ici. Les autres composantes, ils seront nuls. Celui-ci exprimé dans la base X, Y, Z et au point O. Donc, cette liaison équivalente, ça serait quoi? Sphère plan. Sphère plan qui est, on l'appelle sphère plan, on l'appelle Ponctuel. ponctuel. Oui. Ok. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. D'accord. Donc, c'est une liaison ponctuelle ou sphère plan. Sphère plan, la caractéristique de cette liaison, c'est la normale. Donc, la normale, ça serait exprimé au point O. Et on a une seule composante dans ce torseur, c'est une composante suivant Z. Donc, ça serait de normale au Z. C'est bon? Donc, c'était la méthode statique. Si on utilise la deuxième méthode, qui est la méthode cinématique, ça va donner quoi? Donc, d'une façon pareille, le torseur de la première liaison, c'est le torseur cinématique donc de S1 par rapport à S0. C'est le torseur des liaisons à plan. Donc, une liaison à plan de normale Z. Donc, exprimé le point O et dans une base qui contient le vecteur Z. Appui plan, donc il autorise la rotation autour de Z. Et il autorise deux translations suivant X et suivant Y. La liaison 2, c'est une liaison en rotule. Donc le torseur cinématique de S2 par rapport à S1, exprimé au point O, qui est le centre de la liaison rotule, et n'importe quelle base, il va être sous la forme, donc puisque les liaisons rotules autorisent trois rotations, il va être sous la forme oméga x 2, oméga y2, oméga z2, et les vitesses sont nulles.
la liaison équivalente. Donc, le torseur cinématique de la liaison entre S2 par rapport à S0, ça serait le torseur cinématique de S2 par rapport à S1 plus le torseur cinématique de S1 par rapport à S0. Pour faire la somme, obligatoirement, les torseurs doivent être exprimés au même point et dans la même base. Donc, à la fin, ça va donner quoi? On va faire la somme directement. Donc, ça serait oméga x2 plus 0, oméga y2 plus 0, oméga z2 plus oméga z1. Les autres composantes, Vx, Vy et 1, 0. Ce torseur est exprimé au point O et dans une base qui est la même base d'expression, qui est la base x, y et z. D'accord? Ça serait la même base ici et ici. Donc, à partir de ça, la composante nulle est les suivants. Z, ce torseur exprimé au point O, il contient 5 composantes. Donc, directement, la liaison équivalente entre 0 et 2, c'est une liaison ponctuelle. Il n'autorise pas la translation suivant Z. Donc, ponctuelle de normale au Z. C'est bon? À partir de ça, on va déterminer la mobilité cinématique, la mobilité utile et la mobilité interne. Donc, tout d'abord, ces questions, c'est la mobilité. Donc, la mobilité MC, il va être égal à quoi? Donc, pour déterminer la mobilité cinématique, il suffit de déterminer le nombre d'inconnus cinématiques. Donc, par définition, c'est le nombre d'inconnus cinématiques. C'est la somme des inconnus cinématiques de chaque liaison. Pour la première liaison, L1, la liaison L1, il a 3 inconnus cinématiques. La liaison L2, il a 3 inconnus cinématiques. Donc 3 ici et 3 ici. Donc au total, la mobilité cinématique elle est égale à 6. La mobilité utile, il est égal à combien? Puisqu'on a déterminé la liaison équivalente, la mobilité utile, elle est directement déduite du torseur de la liaison équivalente. Donc, ou directement du nom de la liaison. Comme vous voyez, c'est une liaison ponctuelle qui autorise 5 degrés de liberté. Donc, le torseur ici, il contient 5 composantes. Donc, d'après ça, la mobilité interne, ça serait quoi? Ça serait la mobilité cinématique moins la mobilité utile qui est égale à 1. D'accord? C'est quoi cette mobilité interne? Ici, dans cet exemple-là, si on revient le schéma, comme vous voyez,
le premier solide, le solide S1 par rapport à S0. Il peut faire une translation suivant Y, une translation suivant X. Il peut faire aussi une rotation autour de Z. D'accord? Le deuxième solide S2, il peut faire quoi? Il peut faire une rotation autour de X, une rotation autour de Y. Il peut faire aussi une rotation autour de Z. D'accord? Comme vous voyez, le mouvement qui peut être fait par le solide intermédiaire qui est le solide S1 et qui ne va pas être transmis ni à S1 ni à S2. C'est le mouvement commun entre les deux liaisons. Ça serait ce mouvement de rotation. Donc le mouvement de rotation, si le solide S1 il tourne, il va tourner autour de Z. Donc il ne va entraîner en mouvement ni le solide S2 ni le solide S0. D'accord? Ça serait une mobilité interne. Donc le solide S1 il va tourner autour de Z, autour de la normale. Donc cette rotation, il ne va pas entraîner un autre mouvement d'un autre solide. Il ne va pas influencer l'extrémité de cette chaîne. Donc l'extrémité de cette chaîne, ce sont les solides S2 et le solide S0. D'accord? Par exemple, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait introduit la notion de chaîne ouverte, on avait dit qu'il est généralement utilisé dans des bras de robot. Donc, un bras de robot, si vous imaginez un bras de robot, l'extrémité de ce robot, ça serait soit les doigts ou un pince. Si on avait, par exemple, un solide au milieu qui peut faire une rotation autour de son axe, est-ce que cela, il va être entraîné le dernier élément qui est le pince? Non, il ne va pas influencer l'extrémité de ce solide. D'accord? Donc, ça serait une mobilité qui est appelée mobilité interne. À partir des torseurs, on peut déterminer cette information-là. Donc, le torseur de la liaison équivalente, comme vous voyez, il contient deux inconnus. Donc, deux inconnus, la composante de rotation autour de Z. Donc, la liaison équivalente, on aurait besoin juste d'une seule composante afin de permettre la rotation. Donc, puisqu'on a deux inconnus ici, afin d'avoir la rotation de l'élément final, on peut jouer soit sur oméga Z1, soit sur oméga Z2, comme on peut laisser le solide fixe en jouant sur les deux. D'accord? Donc, ce sont deux éléments qu'on peut utiliser afin de faire tourner le solide S2 par rapport à S0. C'est bon? Donc, cette mobilité interne, il va être déduite à partir de la composante ou l'inconnu cinématique qui est supplémentaire, qu'on ne peut pas déterminer à partir de torseur de la liaison équivalente. D'accord? Donc, si on commande ce bras de robot au solide, on peut commander directement Vx, on peut commander oméga Y, on peut commander oméga X2, oméga Y2, mais pour la rotation, on doit commander à la fois deux moteurs, ou on peut annuler l'un, on va l'arrêter, la méthode, et commander juste l'autre. D'accord? Donc, cette deuxième composante n'est pas nécessaire pour faire le mouvement souhaitable, qui est le mouvement de liaison ponctuelle. C'est bon? Donc, c'est la définition de la mobilité
interne. Y a-t-il une question? Donc, s'il n'y a pas de question, si vous avez compris le tout, donc c'est bon. Donc, en général, ce type de mobilité interne, il va être donc donné soit par, donc toujours par deux liaisons, donc deux solides. On a un solide SI ou S1 et un solide S3 par exemple. Et on a à l'intérieur un solide S2 qui est relié entre les deux. Donc, afin de déterminer donc, de façon intuitive le mouvement de mobilité interne, on voit quels sont les mouvements autorisés par ces deux liaisons-là. S'il y a un mouvement qui est commun entre les deux liaisons, donc on dit que ça va être un mouvement de mobilité interne. Par exemple, on a ici une liaison ponctuelle et on a ici une liaison pivot. Pivot autour d'un axe Z. D'accord? Une liaison pivot quelconque. Donc, cette liaison pivot, elle autorise par exemple une rotation autour de Z. La liaison ponctuelle, elle autorise une translation suivant X, une translation par exemple suivant Y et trois rotations. Rotation X, rotation Y et rotation Z. Donc, directement, à partir de ça, on peut déterminer la mobilité interne qui est le mouvement commun. Donc, ça va nous donner une mobilité interne égale à 1, qui est la rotation autour de Z. C'est bon? Mais donc, je fais ça juste pour vous expliquer donc c'est quoi la mobilité interne et comment la déterminer d'une façon intuitive. Mais sinon, vous devez, donc dans votre programme, vous êtes censé de déterminer la mobilité en utilisant l'équation qu'on a ici. Donc ces deux équations-là. D'accord? Et vous avez la mobilité dans la chaîne de la liaison équivalente en parallèle. Donc la méthode intuitive n'est pas dans votre programme. Donc c'est tout ce que vous devez ou vous êtes censé connaître dans cette partie de liaison équivalente. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer aux applications. Donc, pour les applications, ce premier exercice, il nous donne ou nous demande de déterminer les liaisons équivalentes entre deux solides. Donc, dans ce premier solide-là, on va tracer le graphe de liaison et on va déterminer la liaison entre le solide S1 et le solide 2 et le solide 0. Donc, le graphe de liaison pour l'exercice 1. Le solide 0, il est relié au solide 2 à travers quoi? À travers la liaison L1, L2 et L3. La liaison ici au point C, c'est quelle liaison? Elle est composée d'une sphère qui est à l'intérieur d'un cylindre. Donc c'est une linéaire annulaire.
linéaire annulaire d'axe C. Donc, on a le point C. Et le vecteur, c'est le vecteur Z. La deuxième liaison, celle au point A, c'est la même chose, une linéaire annulaire d'axe A, Z. Quoi d'autre? On a la liaison appui-plan. Donc, cette liaison appui-plan, elle est de normale. Donc, le vecteur normal, c'est le vecteur Z. D'accord? À partir de ça, on va déterminer la liaison équivalente. Donc, soit utiliser la méthode statique, soit la méthode cinématique. On va utiliser ici la méthode cinématique. Parce que c'est plus facile de déterminer les torseurs cinématiques. Mais sinon, les deux méthodes, ils vont nous donner la même chose. Donc, tout d'abord, L1, la liaison linéaire annulaire. Le torseur cinématique de 2 par rapport à 0 à travers la liaison 1. Le torseur de liaison linéaire annulaire, il autorise quoi? Il autorise 3 rotations possibles. Donc, oméga x1, oméga y1, oméga z1. Linéaire annulaire, il autorise aussi le mouvement de translation suivant l'axe. Donc, on aurait V, Z, indice 1. Les autres composantes, nulles. Il doit être exprimé donc, au point C et dans une base qui contient obligatoirement le vecteur Z. On va prendre la base X, Y, Z. La deuxième liaison, c'est une liaison entre le solide 2 et 0 à travers donc le 2. Le torseur cinématique, la même chose, c'est une linéaire annulaire. Donc oméga x2, oméga y2, oméga z2. Et pour la translation, la même chose, c'est suivant z. Donc c'est vz2. Le point d'expression, c'est le point A. Et dans une base qui contient obligatoirement le vecteur z. Donc on va prendre x, y, z. La dernière liaison, donc L3, c'est une liaison appui-plan. Le torseur cinématique de 2 par rapport à 0 à travers la liaison 3. Liaison appui-plan, on a dit que le torseur, il peut être exprimé à n'importe quel point. Donc on va prendre soit le point A, soit le point C. Donc le torseur de liaison appui-plan, il garde la même forme quel que soit le point. Pour la base, on doit obligatoirement prendre la base qui contient le vecteur Z, parce que la normale au plan, c'est le vecteur Z. Pour les composantes, donc cet appui-plan, il va autoriser juste la rotation autour de Z. Pour les translations, ça serait suivant X et Y. Donc, Vx3, Vy3 et oméga Z3. La base, on va prendre une base qui contient le vecteur Z. Donc, X, Y, Z. On prend une base commune afin de simplifier les calculs. Donc, qu'est-ce qui reste afin de faire ou de donner le torseur de la liaison équivalente? Il suffit d'exprimer ce torseur au point C.
Donc, pour exprimer ce torseur au point C, il suffit de calculer la vitesse au point C de 2 par rapport à 0 en utilisant cette liaison L2. Donc, ça serait quoi? Ça serait la vitesse au point A plus la rotation vectorielle. Vectorielle quoi? Vectorielle AC. La vitesse au point A, c'est 0, 0, V, Z2, plus oméga, qui est oméga x2, oméga y2, oméga z2, vectoriel AC. AC a été donné, l'énoncé. C'est une distance L portée par Z. D'accord? Donc, à la fin, ça serait VZ2 plus quoi? Donc, ça serait L, ici et ici, L fois oméga Y2, oméga X2. Il manque un signe moins. Donc, ça serait la composante qui contient X. Donc, ceci dans la base X, Y, Z. C'est bon? Donc, on a déterminé le torseur de la liaison 2. Pour déterminer la liaison équivalente, il suffit de faire la somme. Donc, la liaison équivalente, donc est-ce qu'on va faire la somme ou l'égalité? Le torseur de 2 par rapport à 0. Donc, on a une liaison qui est des liaisons qui sont en parallèle. Donc, on ne va pas faire la somme. On va faire le torseur cinématique, on va faire l'égalité. Donc, ça serait pour le torseur de la liaison équivalente, ça serait l'égalité entre tous les torseurs. Donc, de 2 par rapport à 0, quel que soit I appartenant à l'ensemble 1, 2, 3. À partir de ça, puisque tous les torseurs sont exprimés avec le point C, l'égalité va nous donner donc la première liaison. Ceci égale au torseur de la deuxième liaison. Ceci égale au torseur de la dernière liaison. Avec donc le dernier torseur, on avait refait le calcul des différentes. Donc on a posé tous les torseurs exprimés avec le point C et dans la même base X, Y, Z. Donc pour ce troisième torseur, on a pris les composantes qu'on avait calculées de la vitesse au point C. Donc cette égalité, il va nous donner un torseur qui est de la liaison équivalente, qui est exprimé dans la même base, X, Y, Z. Donc, avant de faire ça, donc juste d'une façon intuitive, que serait donc la liaison équivalente entre les solides 2 et 0? Donc, juste d'une façon intuitive. Donc, cette liaison, la liaison au point C, il autorise donc la translation, et il autorise les 3 rotations. La même chose pour celle au point A. Il autorise la translation et les 3 rotations. Pour celle de l'appui-plan, il autorise la translation suivant X, Y, et il autorise juste la rotation autour de Z. Donc, le mouvement de la liaison équivalente, c'est le mouvement
c'est le mouvement qui est commun entre ces liaisons-là. Donc, ça serait une liaison qui ne contient pas la translation suivant Z, ni de translation suivant X, Y. Ça serait une liaison qui autorise juste la rotation autour de Z, qui est un mouvement commun, qui n'est pas empêché par aucune de ces liaisons-là. D'accord? Donc, à la fin, on doit trouver une liaison qui autorise la rotation. Ça doit être une liaison pivot. Donc, d'après cette égalité-là, on a oméga x1 égale à oméga x2 égale à 0. Donc, on a une composante nulle. Oméga y1 est égal à oméga y2 est égal à 0. Donc, on a un deuxième 0. On a Vx3 égale à 0 égale à L oméga y. 2 ici. Donc, ça serait un 0. On a 0 égale à Vy3 égale à cette composante-là. Donc, ça va nous donner un autre 0. On a Vz1 égale à 0 égale à Vz2. Donc, on aurait un 0. Et on a oméga Z1 égale à oméga Z3 égale à oméga Z2. Donc, on va garder juste une composante qui est la rotation autour de Z. Donc, à la fin, la liaison équivalente, c'est une liaison pivot d'axe C, puisqu'on a calculé le torseur au point C, et la composante qui n'est pas nulle est les suivants, Z. C'est bon? Y a-t-il une question? Sinon, on va passer l'exercice 2. Donc, pour l'exercice 2, on va déterminer la liaison équivalente entre le solide 0 et le solide 12. En tenant compte donc qu'on a une liaison en série entre les deux. Donc, pour déterminer cette liaison, on a déjà le graphe de liaison déjà tracé. Donc, on va considérer ça L1, L2 et L3. Donc, pour déterminer la liaison équivalente, soit on va procéder d'une méthode statique ou cinématique. Donc, on va utiliser maintenant la méthode statique. Donc, la première liaison L1, c'est une liaison pivot d'axe PA Z0. Donc, le torseur statique de cette liaison, qui est la liaison de 0 sur 14A, donc une liaison pivot suivant Z0, il va contenir 5 composantes. La composante qui serait nulle, c'est la composante de moment suivant Z0. Les autres composantes seront non nulles. On va les noter. X1, Y1, Z1, L1 et M1. La deuxième liaison, L2. Le torseur statique de la liaison entre 11, plutôt, le 14A sur 11A. Donc c'est là à travers la liaison L1, c'est là à travers la liaison L2. Le torseur statique de liaison L2 qui est un pivot d'axe Y0 et exprimer la même chose au point PA. Ça doit être donc le torseur exprimé au point PA et dans une base qui contient le vecteur Y0. Donc on aurait un 0 les moments suivants Y0. Les autres composants seront non nuls. X2, Y2, Z2, L2 et N2.
D'accord? La liaison L3, c'est une liaison linéaire rectiligne. Cette liaison linéaire rectiligne, ça serait le torseur de 11A sur le solide 12. Une linéaire rectiligne, on va exprimer son torseur au point IA, qui est le point de contact. Et dans une base qui doit contenir X0 et Y0, d'accord? Cette liaison linéaire rectiligne, il autorise à la fois, il autorise la translation suivant Y, la translation suivant Z, donc la composante de résultante suivant X, suivant plutôt Y et Z seront nuls. Il n'autorise pas la translation suivant X, donc ça serait une composante X3. Pour les rotations, il autorise la rotation autour de X, donc un 0. Il autorise la rotation autour de Y, donc il peut tourner autour de Y, donc ça serait un 0, mais il ne peut pas autoriser la rotation autour de Z. Donc cette rotation comme ça, il ne peut pas être autorisé, puisque ça va déclencher un décollement. Donc la surface de contact, il n'aurait plus de contact, la surface entre les deux solides. D'accord? Donc la dernière composante n'est pas autorisée, qui est la rotation autour de Z. On va la noter N3. Donc pour faire le nécessaire afin de déterminer la liaison équivalente, on doit exprimer les torseurs dans la même base. Donc on va choisir la même base qui est X0, Y0. Ici, il manque le Z0. Et on doit les exprimer en même point. Donc on a déjà ces deux torseurs-là, ils contiennent 5 composantes. Donc on va exprimer celui-ci dans le point PA. Donc pour l'exprimer au point PA, on va calculer le moment au point PA de quoi? De 11A sur 12 à travers la liaison L3. Donc ça serait le moment qu'on a déjà au point IA de 11A sur 12 plus la résultante de 11A sur 12 vectorielle IA PA. Donc ça serait le moment qui contient juste N3 dans la base B, plus la résultante qui contient juste X3 vectorielle. Donc la distance IA-PA n'a pas été donnée ici, mais juste on va, donc il n'a pas été donné puisqu'il ne va pas influencer le résultat final. Donc on va poser que IA-PA il est égal à une distance suivant X plus une distance suivant Y. Donc on va les noter CX plus DY. Donc ça serait CX plus DY et un 0. Donc à la fin, ça va donner donc XD, ça serait porté par Z. Donc, comme vous le remarquez, ce torseur-là, il a gardé la même forme au point PA.
Donc, ce serait la même remarque pour le torseur de la liaison pivot. Donc, le torseur de liaison linéaire rectiligne, il garde la même forme, quel que soit le point. D'accord? Mais à condition que ce point-là, il est contenu sur le même plan. Donc, si on avait une distance suivant la composante Z, donc cela va influencer et donner une composante suivant Y. Moins, ce que vous devez garder en tête, c'est le torseur du liaison appui-plan. Il est toujours exprimable de la même façon, quel que soit le point. Le torseur du liaison glissière, il est toujours le même. Donc, les mêmes éléments, quel que soit le point. Donc, ce sont les deux torseurs qui présentent une particularité. Les autres liaisons, par exemple, les liaisons pivot, ils gardent la même forme, quel que soit le point de l'axe. Par exemple, une liaison ponctuelle, il garde la même forme, quel que soit le point de la normale. Une liaison rotule, il est exprimé au centre. Donc, vous avez déjà, si vous revenez au cours des torseurs, vous trouvez les éléments caractéristiques de chaque liaison. Donc, on continue. Donc, afin de déterminer la liaison équivalente, en utilisant la méthode statique, ça serait quoi? Le torseur statique de la liaison équivalente entre 0 et 12, ça serait quoi? Donc, on a une liaison en série et on souhaite déterminer la liaison équivalente par la méthode statique. Donc, on va faire l'égalité. Donc, la somme can dire une liaison qui est en parallèle. Donc, ça serait l'égalité du torseur de 0 sur 11A, plutôt 14A. Ça serait l'égalité du torseur statique de 14A sur 11A. Ça serait l'égalité avec le torseur statique de 11A sur 12. Avec tous les torseurs sont exprimés le même point qui est le point PA et dans la même base B0. Donc le torseur final, il va être exprimé le même point qui est PA et dans la même base qui est la base 0. Donc cette égalité, il va nous donner quoi? Il va nous donner que la composante x1 est égale à x2 est égale à x3. Donc, il n'est pas nul. On va la noter x ou x1. La deuxième composante y1 est égale à y2 est égale à 0. Donc, cela veut dire que la composante suivante y, de résultante, elle est nulle. Z1, Z2 égale à 0. L1 est égal à L2 est égal à 0. M1 est égal à 0 est égal à 0. Et la dernière, 0 égale à N2 égale à N3 plus X3D ou directement à N3. Donc ça serait directement 1, 0. Ceci exprimé au point PA et dans une base qui est la base B0 qui contient les vecteurs X0, Y0 et Z0. C'est le torseur de quelle liaison? Oui? Pivot.
Donc, c'est le torseur statique. Le torseur statique de liaison pivot, il contient... glissière. Oui. Glissière. Ça serait une liaison qui autorise combien de degrés de liberté? Donc, il a goûté glissière. Si vous dites glissière, si vous parlez du torseur statique et qu'on a une vitesse suivant une direction donnée. Mais maintenant, on parle du torseur statique et qui a une seule composante. Donc, si on déduit à partir de ce torseur le torseur cinématique, donc le torseur cinématique directement de la liaison équivalente, ça serait exprimé au point PA et dans une base B0, il va contenir, donc la composante XA, il va nous donner un 0. Les autres composantes, ils seront toutes pleines. Donc oméga X, oméga Y, oméga Z et les autres V, Y et VZ. Donc c'est le torseur de quoi? Ponctuel. De liaison ponctuelle. Ponctuelle, de normale. X, P0, PAX. Oui, PAX. X0. D'accord? Oui, monsieur. Donc cette liaison, il va autoriser 5 degrés de liberté, 5 mouvements possibles. Donc, si je vous dis de déterminer, donc on ajoute une question afin de déterminer le degré de mobilité. Donc, MC, MI et MU. Donc, MC, afin de la déterminer, on aurait besoin des inconnus cinématiques de la liaison 1, plus les inconnus cinématiques de la liaison 2, plus les inconnus cinématiques de la liaison 3. Donc, soit à partir des torseurs, soit à partir des liaisons directement. Donc, à partir des torseurs. Le premier torseur, il va nous donner combien d'inconnus cinématiques? Donc, les inconnus statiques, déjà, ce sont 5. Donc, les inconnus cinématiques, un seul. Les inconnus cinématiques ici, un seul. Les inconnus cinématiques ici, ça serait 4. Donc 4 zéros flux-torseur statique, cela veut dire 4 composantes flux-torseur cinématique. Donc ça serait 1 plus 1 plus 4. Cela veut dire que la mobilité cinématique égale à 6. Pour la mobilité interne, donc, on va déterminer la mobilité interne à partir de la mobilité étude. On a trouvé quelle liaison qui est équivalente? C'est une liaison ponctuelle. Le nombre de degrés de liberté, ça va être 5, puisque c'est une liaison ponctuelle. Donc, le reste, MC moins MU, ça va être un seul, qui représente la mobilité interne. D'accord? Oui, monsieur. Donc, s'il n'y a pas de questions à propos de ça, on va passer le troisième exercice, donc l'avant-dernier. Donc, pour cet exercice-là, on va déterminer la liaison équivalente entre quoi et quoi? Entre les solides 1 et 2. Donc, on ne va pas tenir en considération le 4,
Donc, juste la liaison équivalente entre 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a entre 1 et 2? On a tout d'abord une liaison en série et on a une liaison qui est en parallèle. Pour répondre à cette question, donc, on doit déterminer le torseur cinématique. Donc, on va opter pour une méthode cinématique. Pour répondre, on va donner tout d'abord les torseurs cinématiques. On va noter ça L1, L2, L3. Donc, L4 n'est pas prise en considération. Donc, pourquoi? Parce que L4 n'est pas intercalé entre le 1 et le 2. Donc, la liaison L1, c'est une liaison pivot glissant. Donc, le torseur cinématique de cette liaison, qui est entre 3 et 1, une liaison pivot glissant, le torseur cinématique, il autorise quoi? Il autorise, suivant Z, la rotation et la translation. Donc, on aurait oméga Z, ici, VZ. On va les noter, indice 1, pour faire référence à la Monsieur, on liaison. ne peut pas prendre 1, 2 et 4. Oui, Monsieur, on ne peut pas prendre 1, 2 et 4, par exemple. donc on souhaite déterminer la liaison équivalente entre le 1 et 2. D'accord? Donc la liaison 4, il se situe à l'extérieur, donc il n'est pas intercalé entre le 1 et 2. Donc on pouvait déterminer la liaison entre 1 et 4. D'accord? Mais nous, on souhaite quoi? On souhaite déterminer la liaison entre 1 et 2. Oui? Je m'excuse, je ne vous entends pas bien. Donc, on peut déterminer, tout d'abord, afin de déterminer la liaison entre le 1 et 4, on va déterminer la liaison entre le 1 et 2, et par la suite, utiliser cette liaison pour déterminer le reste, entre le 1 et 4. Ou déterminer la liaison entre le 1 et 3, donc puis 1, 3 et 2, donc ça va faire du travail. On ne peut pas déterminer directement la liaison entre le 1 et 4. On doit s'en passer par ça. Pour le 1 et 2, on a dit qu'on a tout d'abord une liaison qui est en série plus une liaison qui est deux liaisons qui sont en parallèle. On a déterminé le torseur de la première liaison qui est le pivot glissant. Le torseur de la deuxième liaison qui est donc la liaison L2 qui est un pivot glissant, la même chose d'axe QY. Donc j'ai oublié ici le point Q. Le torseur cinématique de 2 par rapport à 3 à travers la liaison 2. Il va être exprimé au point Q et dans une base qui contient le vecteur Y. Donc c'est un pivot glissant. Il autorise la rotation et la translation suivant Y. Donc oméga Y2 et VY2. La dernière liaison, c'est un pivot glissant d'axe QY. Je m'excuse, c'est un pivot glissant d'axe PZ. Le torseur cinématique de 1 par rapport de plutôt de 2 par rapport à 1 à travers la liaison 3. Ça serait quoi? Donc, ce pivot glissant il est exprimé au point P et dans une base qui contient le vecteur Z. Donc, la rotation et la translation suivant Z, ils seront autorisés. Afin de faire le calcul, on doit les exprimer dans la même base. On choisit une base commune, donc ça serait la base X
Y, Z. Donc parfois, si on n'a pas la même base, on doit exprimer le torseur, on doit faire les projections nécessaires. Donc afin de trouver la même base. Sinon, on ne peut pas faire le calcul. Donc, tout d'abord, on va déterminer la liaison équivalente à cette liaison en série. D'accord? Et par la suite, on va utiliser la liaison en parallèle. Donc, la liaison en série entre les deux liaisons L1 et L2. Ça va nous donner quoi? En utilisant la méthode cinématique. Donc, cette liaison équivalente, indice 1, 2. Donc, le torseur cinématique. Donc, on va faire la composition. Donc, le torseur de 2 par rapport à 1, ça serait le torseur de 2 par rapport à 3, plus 3 par rapport à 1. Donc, de 2 par rapport à 3, plus le torseur de 3 par rapport à 1. Donc, puisque les deux torseurs sont exprimés sur le même point Q et dans la même base, on fait la somme directement. Ça va nous donner quoi? 0, 0, oméga Y2, VY2, oméga Z1 et VZ1. Et dans une base qui est la base XY, Z. D'accord? Et le point, c'est le point Q. En plus, pour ajouter cette liaison, là, donc la liaison équivalente, c'était des liaisons en série ici. Pour ces deux liaisons-là, qui sont des liaisons en parallèle, la liaison équivalente, on va la déterminer en utilisant le torseur cinématique de 2 par rapport à 1 de cette liaison-là. Ça serait l'égalité. L'égalité entre 3 équants, égalité entre le torseur qu'on vient de déterminer et le torseur de la liaison 3. Donc ce torseur-là. L'égalité, il va nous donner quoi? Il va nous donner que ces deux termes-là, ils seront nuls. D'accord? Donc, juste un petit problème, c'est le fait que les deux torseurs ne sont pas exprimés sur le même point. Donc, il est exprimé au point Q et l'autre au point P. Donc, si on avait procédé directement, donc les deux termes, ils seront nuls et on aurait trouvé juste un torseur qui contient deux composants suivant Z, de rotation et de translation. Donc, on avait trouvé une liaison pivot-glissant. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, avant de faire l'égalité, on doit exprimer l'un des deux torseurs au point de l'autre. Donc, on va exprimer les deux torseurs au point Q, puisque ce torseur-là, il contient le maximum de composantes. Ce torseur-là, afin de l'exprimer au point Q,
donc le torseur de 2 par rapport à 1 à travers la liaison 3. Donc, ça serait la vitesse du point P appartenant à 2 par rapport à 1 plus la rotation de 2 par rapport à 1 vectorielle P, Q. Cette vitesse-là, il contient juste une composante suivant Z plus quoi? Plus la rotation qui contient juste une composante suivant Z vectorielle PQ. Le vecteur PQ a été donné. C'est moins B porté par Y. Donc, le résultat final, ça va être VZ3 et une composante qui est B oméga Z3 portée par X. D'accord? Donc, le torseur final, ça serait 0, 0, oméga Z3, exprimé au point Q, il va contenir B oméga Z3, 0 et V Z3, exprimé dans la même base X, Y, Z. D'accord? Donc, maintenant, on va faire l'égalité entre ces deux torseurs qui sont exprimés sur le même point et dans la même base. Donc, cette égalité, il va nous donner quoi? Que B oméga Z3 est égal à 0. Donc, à partir de ça, donc tout d'abord, un 0 suivant les rotations autour de X. Oméga Y2 est égal à 0. Donc, ça va donner un 0 suivant les rotations autour de Y. On a oméga Z1 est égal à oméga Z3. Mais de plus, on a B oméga Z3 est égal à 0. Donc, puisque oméga Z3, donc B, il est différent de 0. C'est une distance qui est entre les points P et Q. Il est différente de 0. Donc, obligatoirement, ça serait oméga Z3 qui est nul. D'accord? Donc, ça serait cette composante-là nulle et cette composante-là qui est nulle. Ensuite, Vy2 est égal à 0 et VZ1 ou VZ3 qui va être différente de 0. Donc, c'est la seule composante qui n'est pas nulle. D'accord? Ce torseur-là, il est exprimé au point Q et dans la base X, Y, Z. C'est le torseur de quelle liaison? C'est une liaison qui autorise la translation suivant Z. Donc, c'est une glissière. D'accord? Oui. Donc, si vous revenez le schéma, vous pouvez analyser ici donc, ces liaisons-là. Oublions le solide 4. D'accord? La liaison entre 2 et 1, quel est le mouvement possible entre 2 et 1? Donc, vous voyez qu'on a deux mouvements qui sont autorisés par cette liaison en vert, qui sont la translation suivant Z et la rotation autour de Z. D'accord? Donc, le résultat final, on ne peut pas avoir plus que ça. Donc, soit ils sont gardés tous les deux, soit ils seront bloqués une de ces mouvements ou les deux ensemble. Donc, cette liaison, donc on a ajouté le solide 3. Le solide 3, il permet quoi? Il permet aussi le mouvement de translation.
Donc, le mouvement de translation ne serait pas empêché. Mais pour le mouvement de rotation autour de Z, donc lorsque le solide 2 il va essayer de tourner autour de Z, il serait empêché par le fait qu'on a cette liaison-là. D'accord? Cette liaison-là, il ne va pas permettre de faire, donc, comme je vous ai dit, la rotation ici autour de cet axe. Donc, le solide 2, il va tourner autour de cette tige. Mais le fait qu'il est relié avec ce solide-là, il ne va pas permettre de faire la rotation. Donc, il va bloquer cette rotation autour de Z. Donc, le seul mouvement qui va être considéré, c'est le mouvement de translation suivant Z. D'accord? Donc, ça va nous donner une liaison qui est glissière suivant Z.